Merci, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Merci pour ces propos liminaires très élogieux. Je vais vous parler d'édition électronique ouverte, comme vous l'avez compris, donc c'est un peu décalé par rapport aux autres conférences, je dirais plus recherche. Je dirige une unité mixte de service, au service de la recherche et de la société. Et c'est une des dimensions qui est en général sous-représentée dans les stratégies publiques. Mais depuis cette année, c'était l'origine de l'intitulé initial de ma conférence, il y a eu un événement en France qui s'appelle la loi numérique, qui est le résultat de 20 années de bataille que je n'ai pas initiée, qu'ont initié les physiciens en 1991 en créant Archive, ou Archive, qui est la première archive ouverte dans laquelle les chercheurs ont pu partager les résultats de leurs travaux sans passer par d'autres intermédiaires qu'eux-mêmes, c'est-à-dire en mettant en place un serveur central dans lequel les collègues échangeaient. Donc cette longue route a été, je dirais, entérinée, reconnue, anoblie par la recommandation européenne de 2012 sur l'accès ouvert. Une recommandation européenne qui annonce qu'il faut aller vers l'accès ouvert et qu'elle recommande aux États-nations européens d'adopter des législations ou des recommandations dans le sens de l'accès ouvert. Alors, je vais commencer par une introduction très rapide de ce que nous faisons à Open Edition, et puis j'entrerai dans le vif du sujet juste après. Alors, Open Edition, c'est une plateforme, c'est un portail qui regroupe 4 plateformes, plus précisément. La plus ancienne s'appelle revue.org, dans laquelle est hébergée la revue Elseq. Et c'est un portail de revues en sciences humaines et sociales. J'y reviendrai. La deuxième plateforme, et je ne vais pas dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre académique, je dirais, c'est Open Edition Books, qui est une plateforme de livres, comme son nom l'indique. La troisième s'appelle Hypothèse, une plateforme de carnet de recherche, c'est-à-dire une plateforme de blogging scientifique, pour le dire de façon plus vernaculaire. Et puis Calenda est le calendrier des sciences humaines et sociales que nous avons créé en 2000. Donc cet ensemble, sous le nom Open Edition, qui veut dire tirage illimité, ça ne veut pas dire édition ouverte. En français, c'est un faux ami. Précisément en anglais, c'est un faux ami. C'est beaucoup plus puissant tirage illimité qu'édition ouverte, puisque tirage illimité, ça fait écho à la nouvelle économie de la diffusion des savoirs, dans laquelle le bien qui est rare, ce n'est plus le document. Si je vous envoie un livre, je le perds. Donc je suis dans une économie dite des biens rivaux. Mais si je vous envoie une connaissance, je ne la perds pas. Et je suis donc dans l'économie des biens non rivaux. Et par conséquent, on peut passer d'une édition rivale à une édition non rivale. J'y reviendrai. Alors, revue.org, c'est aujourd'hui 436 revues en ligne, dont 69% sont en open access et un quart ne sont pas produites en France. Donc on a une croissance très importante avec 70 candidatures par an. Évidemment, un conseil scientifique qui les sélectionne et une internationalisation progressive des revues, à la fois par leur langue mais aussi par leur lieu de production. Calenda est la plateforme dont j'ai parlé d'événements. Aujourd'hui, on diffuse 33 000 événements. On reçoit 500 soumissions par mois venant d'organisateurs des événements. Si vous avez à publier un appel à contribution pour votre revue, c'est à cet endroit-là que vous pouvez le publier. Hypothèse est une plateforme de blogging scientifique qui publie aujourd'hui 1500 carnets de recherche. Le terme en français qu'on a décidé d'adopter, c'est le carnet de recherche. Et on reçoit 10 à 20 candidatures par semaine. Et puis la dernière plateforme en date, c'est Open Edition Books, avec aujourd'hui un peu plus de 3000 livres, 70 presses universitaires qui viennent de 13 pays différents. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé en France d'adopter une loi numérique et pourquoi en 2012 la Commission européenne a entériné le projet que nous portions, que la communauté académique portait de diffusion des résultats de la recherche en accès ouvert? Alors, tout simplement parce que l'accès ouvert ouvre le champ des possibles et je vais reprendre ici une métaphore très ancienne qui est celle de Larousse qui, au milieu du XIXe siècle, proposait la métaphore de la connaissance comme étant une graine que le dictionnaire Larousse semait à tout vent. Et donc, l'idée que la connaissance est une graine qui peut germer et puis en se diffusant et se répandre sur la société
qui est extrêmement importante et elle est au fondement de notre projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la métaphore de Larousse a été conçue, évidemment, elle était conçue dans le régime du papier et aujourd'hui, les éditeurs, en France, le syndicat national de l'édition, sont statistiquement, politiquement opposés à l'accès ouvert. Et ce qu'ils proposent plutôt, c'est ça, c'est-à-dire ce sont des silos dans lesquels les jolies graines de Larousse restent enclos, enfermés, à cause du payage qu'on a mis en place historiquement pour le papier, parce que c'était le modèle économique de l'édition papier qui était parfaitement légitime, qui est une transaction commerciale au moment de l'acquisition de la connaissance par l'acquisition de l'ouvrage ou de la revue. Mais dans le monde numérique, ce vieux système de péage est complètement contre-productif. Alors, je vais essayer de vous le montrer rapidement. La première raison, c'est que ça construit, donc les systèmes d'abonnement et les systèmes de payage, construisent d'énormes inégalités d'accès. Alors, je reprends l'ouvrage de Peter Suber qu'on vient de publier en français à l'automne chez nous, chez Open Edition Press. Peter Suber comptait a fait un dénombrement des abonnements des bibliothèques universitaires en 2008. Et l'université de Harvard avait 98 900 abonnements. Bon. Et il était en concurrence avec une toute petite université qui a des problèmes économiques, une toute petite université qui s'appelle l'université d'Yale, et qui n'avait que 73 900 abonnements. Et vous voyez qu'à l'intérieur de l'écosystème où on est dans les universités les plus riches du monde, on a déjà une inégalité d'accès extrêmement importante à la littérature scientifique et à la littérature en général. Et du coup, l'établissement indien le plus riche d'Inde, l'Indian Institute of Science, avait 10 600 abonnements la même année. Donc vous voyez l'écart très important, et là j'ai des abonnements qui sont au-dessus de 1. Mais on a un certain nombre d'établissements qui sont à 0. D'accord ? Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on a et des établissements qui sont à 0, mais surtout tous les gens hors établissement qui sont à 0. C'est-à-dire 99% de la population mondiale. Alors, première raison pour laquelle on s'achemine dans cette direction, c'est donc les inégalités d'accès. L'autre raison, c'est simplement que nous sommes payés par l'État et que l'essentiel de la recherche française, mais même à l'étranger, est payé par l'État et que par conséquent, il est plus logique de renvoyer le plus directement possible, le moins indirectement possible, les résultats de cet investissement public et donc cet investissement citoyen à destination des citoyens eux-mêmes. Et puis, on a des arguments beaucoup plus égoïstes qui ont en général plus d'impact dans notre communauté. C'est ce qu'on appelle le citation advantage. Donc l'avantage de citation qui est favorable lorsque vous publiez en open access. Alors SPARC, qui est l'association SPARC Europe, l'association européenne des bibliothèques, favorable à l'open access, comme vous vous en doutez, a regroupé toutes les études sur l'impact en termes de citation entre la différence d'impact en termes de citation entre les contenus en accès ouvert et les contenus qui sont fermés. Donc elle a recensé 70 publications, dont 46 font une démonstration statistique d'une amélioration significative du nombre de citations si les articles ou les livres sont publiés en open access, et 17 amènent à une conclusion inverse. Alors, ce qui me semble encore plus important, c'est que, comme j'ai essayé de vous le dire en introduction, on est entré dans un régime un peu différent. Jusqu'à présent, on était dans les biens rivaux, comme je l'ai dit, et les biens rivaux vont avec quelque chose d'assez particulier qui est que finalement, dans une bibliothèque, ce qui est rare, c'est le livre, et vous êtes en concurrence, vous les lecteurs, pour trouver ce livre. Si vous l'empruntez, il n'est plus disponible, vous devez attendre. Quelqu'un d'autre doit attendre que vous le rendiez pour pouvoir y avoir accès. Dans le monde du numérique, ce qui est rare, c'est plus du tout le contenu. Parce que des contenus, il y en a partout. En revanche, ce qui est rare, c'est l'attention des lecteurs. Et du coup, les contenus sont en compétition entre eux pour attirer l'attention du lecteur. Et évidemment, si vous mettez des barrières à l'accès au contenu, vous baissez drastiquement la capacité de trouver votre lectorat. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention versus l'économie de la rareté, qui était l'économie précédente, dans laquelle le XXe siècle, le XIXe et l'édition du XIXe et XXe siècle se sont développées. Mais au XXIe siècle, quoi qu'on fasse, l'économie de la rareté a disparu et c'est l'économie de l'attention qui prédomine. Et donc il faut en tenir compte si on veut être lu. Il faut réduire les obstacles à l'accès à la lecture. Alors,
des études assez poussées ont été avancées sur ce qu'on appelle l'avantage de visibilité. En particulier, on est dans une école. Dans le cadre de la préparation de la loi numérique, le ministère de la Recherche a lancé une étude pour essayer de mesurer l'impact d'une loi qui proposerait de l'open access de façon intensive. Et l'Institut des politiques publiques a donc été chargé d'étudier l'impact de l'open access sur la visibilité des contenus. Les résultats sont extrêmement clairs. Ils ont comparé les données venant de kern.info qui sont essentiellement par un open access et les résultats de revue.org qui sont essentiellement en open access. Et ils montrent la chose suivante. Évidemment, lorsque un article est protégé par ce qu'on appelle une barrière mobile, il n'a quasiment pas de lectorat. Et ensuite, il a un lectorat important, puisqu'il y a une sorte de rattrapage. Il y a un pic d'impatience de lectorat, mais ce pic apparaît, vous le voyez dans la deuxième courbe, il apparaît fortement au moment de la libération. Vous voyez, cet impact est extrêmement fort. Mais il ne rattrape jamais le retard accumulé par l'absence d'accès ouvert avant la fin de la barrière mobile. Et donc, le pic a beau être important, il ne compense jamais en termes de visibilité l'accès ouvert immédiat. Donc, c'est pas moi qui le dis, ce sont des économistes, et comme vous le savez, les économistes ont raison. Et moi, j'ai fait une petite étude différente parce que j'avais des données sous la main avec une revue à barrière mobile qui s'appelle Mo. Et voilà un exemple de numéro, le numéro de 2007. C'est une revue qui était à l'époque où j'ai fait l'étude en 2012, qui était en accès ouvert seulement 3 ans après, c'est-à-dire qu'il y avait une barrière mobile de 3 ans. Et à l'intérieur de la zone protégée, c'est-à-dire accessible seulement aux abonnés, pendant l'année 2009, ce numéro de 2007 avait reçu 540 téléchargements. Et puis, en 2010, on l'a ouvert, et vous voyez qu'on a le pic énorme de 9624 téléchargements, et puis ensuite, ça baisse à 4329 quand même, c'est pas mal. Donc, vous voyez bien qu'il y a un avant et un après l'open access. Un avant et un après qui, d'après l'étude de l'Institut des politiques publiques, comme je l'ai déjà dit, ne rattrape jamais la perte de lectorat qu'on a jetée ou négligée pendant la période d'accès restreint. Alors, un des intitulés de notre métier, parce que nous, on est en train d'inventer un nouveau métier, éditeur électronique, plateforme, quelque chose comme ça, c'est, on a proposé, Pierre Mounier et moi, de dire que nous étions un canon à idées. C'est-à-dire qu'on était un instrument logistique, balistique même, pour projeter les contenus à destination du lectorat. Alors j'utilise beaucoup de métaphores militaires, je vous prie de m'en excuser, et je ne peux pas m'en empêcher. Alors, dans la presse anglaise, je crois, est sorti un article il y a quelques mois qui disait « Prof, no one is reading you ». Prof, personne ne vous lit. En disant « il faut arrêter de vous parler entre vous, ça n'intéresse personne ». Vos contenus sont sans intérêt. Moi, je dis même qu'ils sont scientifiques. Excusez-moi, il n'y a pas de traduction anglaise de cette expression. Je crois qu'il vaut mieux éviter. Enfin, peut-être vous en trouverez une. Et donc, effectivement, d'ailleurs, de temps en temps, ma maman me demande ce que je fais. Et elle trouve ça un peu bizarre, ce que je fais. Et elle a du mal à comprendre. Et elle a l'impression que ça n'intéresse absolument personne. Et ce chercheur aussi, ce journaliste aussi, pense à la même chose. Alors moi, j'ai le chiffre un peu inverse parce que voilà la fréquentation d'Open Edition depuis le début. Alors vous voyez qu'en 99 c'était minuscule, il y avait 2 revues, donc c'est normal. Il n'y a eu pas beaucoup de fréquentation. Et pour l'année 2015, on a eu 64 millions de visites au cours de l'année. Et ça représente 30 millions de visiteurs uniques, c'est-à-dire quasiment la moitié de la population française. Alors, moitié de la population française, c'est une métaphore qui ne tient pas très longtemps, puisque voilà la répartition de notre lectorat. Alors, ce que vous voyez, c'est un énorme rond rouge au centre qui est la France, bien entendu, puisque 80% de nos contenus sont francophones. Par conséquent, il est assez logique que les Français nous lisent plus que les autres. Mais le deuxième rond le plus important, c'est les États-Unis d'Amérique. Ce qui est contre-intuitif par rapport au fait que nous sommes à 80% des contenus francophones. Et le troisième rond, ce n'est pas la Suisse francophone, ou la Belgique francophone, ou le Canada francophone, c'est l'Allemagne.
Donc en fait, on a un rayonnement international et essentiellement, on le voit quand même européen, évidemment débordant sur la francophonie historique. Et ce que vous voyez aussi sans doute sur cette carte, c'est que notre objectif, c'est d'atteindre l'Amérique latine le plus vite possible, puisqu'on a là un réservoir de lectorat absolument prodigieux, dont la croissance est très importante. Et voilà la répartition géographique européenne. Vous voyez un rond important pour l'Allemagne, un rond important pour les Pays-Bas. Et j'attire votre attention sur le petit rond du Portugal, puisque la surface du cercle est proportionnelle au nombre de pages consultées dans ce pays, et la couleur du cercle est de plus en plus foncée en proportion de la taille de la population. C'est-à-dire que c'est l'intensité d'usage par rapport à la population qui est mesurée. Et donc ce que vous voyez, c'est un rond portugais plus intense que, par exemple, l'usage italien ou l'usage espagnol. Et ça s'explique très simplement, c'est parce qu'on a un bureau à Lisbonne depuis bientôt une demi-décennie. Et je vous prédis que notre rond italien va grossir, puisque nous avons créé Open Edition Italia, et donc on a un bureau à Turin, et par conséquent, il est fort probable qu'on augmente notre lectorat, parce que vous avez bien compris que ce n'est pas une personne qui convainc des gens dans la rue de consulter nos contenus, c'est une personne qui met en place des partenariats avec l'ensemble des producteurs de contenu qui fait que du coup notre notoriété augmente, et que par conséquent, avec une seule personne, on arrive à mettre en place des effets de levier absolument prodigieux sur lesquels on n'aurait jamais misé il y a quelques années. Et puis il y a déjà un rond rouge important aux Pays-Bas. C'est anticiper le fait que nous sommes en train d'investir aux Pays-Bas, nous sommes en train de construire une fondation de droit néerlandais avec notre partenaire OAPEN. Alors il y a l'Angleterre un petit peu, peut-être qu'il faudrait qu'on remonte un peu, mais on sait que bon, je ne dis rien sur le Brexit. Alors... Mais vous êtes bienvenus. Vous voyez ici un classement. Alors, il faut se méfier des classements, mais malgré tout, pour obtenir des financements, ça peut être bien utile. Et en l'occurrence, ici, Revue.org, une de nos 4 plateformes, pas les 4 ensemble, mais seulement une de nos 4. Revue.org est classée 5e plateforme dans le monde pour la visibilité par le Ranking Web of Repositories, qui est un classement qui mesure la visibilité des sites web académiques. Alors, notre stratégie, c'est l'internationalisation. Je vais vous en donner, il y a des raisons évidentes, parce qu'on ne va pas construire un précaré franco-français. En revanche, je voudrais vous montrer une autre raison, qui est la fréquentation sur Open Edition Books. Sur Open Edition Books, vous voyez qu'on a un ensemble de 75% de contenus de livres qui sont en français, et puis 10% en anglais, 10% en espagnol. Et puis quand on regarde les livres les plus consultés sur Open Edition Books, les 25 livres les plus consultés, on voit qu'un tiers sont francophones, un tiers sont anglophones et un tiers sont hispanophones. Donc vous avez là l'impact immédiat du fait que nous ayons choisi d'accueillir des contenus non francophones. Et on ne va évidemment pas faire disparaître la francophonie, mais elle va s'insérer à l'intérieur d'un espace multilingue qui correspond à la multilinguisme européen. Alors, pour arriver à un tel résultat, notre stratégie, c'est d'atteindre une masse critique, c'est-à-dire de partir dans la logique de l'union fait la force, qui est le slogan de la Belgique, mon premier pays natal. Voilà la courbe du nombre de revues de Revue.org, avec 485 adhérents. Vous voyez qu'il y a une courbe orange, une courbe noire. La courbe noire, c'est les revues effectivement en ligne, et la courbe orange, c'est la totalité des revues acceptées. Donc en fait, on a toujours 50 revues de retard qui sont acceptées dans le SAS et qu'on essaie de traiter et de mettre en ligne le plus vite possible. Voilà la courbe de croissance du nombre de livres sur Open Edition Books. J'espère que ma prédiction de 4000 livres avant la fin de l'année se révélera juste. Sinon, on y arrivera au début de l'année prochaine. Voici la courbe du nombre de carnets de recherche sur hypothèse. Alors vous voyez en orange la courbe des carnets de recherche créés techniquement, et puis en gris la courbe des carnets de recherche qui, une fois créés, ont été ajoutés au catalogue. Parce qu'en fait, on a toute une procédure d'évaluation, non pas de l'excellence, mais au moins de l'activité et de la qualité du périmètre de scientificité des carnets. Et donc, en fait, on en a 2 fois plus techniquement créé que le carnet au catalogue. Puis, je ne peux pas m'empêcher de vous annoncer que l'université de Berkeley a décidé de signer un partenariat avec Open Edition en achetant 50 000 € de nos ouvrages. Je ne sente pas
ma présentation sur le modèle économique, mais quand même. Et donc on a offert un modèle qu'on appelle le modèle Open Access Freemium à destination de nos partenaires, les bibliothèques, pour qu'elles nous aident à financer l'Open Access. Parce que l'idée générale, c'est que l'Open Access ne soit pas un coût pour les porteurs de revues, mais au moins stable ou éventuellement une petite source de revenus. Et là, en l'occurrence, l'université de Berkeley l'a bien compris, puisqu'elle n'annonce pas qu'elle a acheté à un opérateur qui est Open Edition des ouvrages, mais elle annonce un partenariat. Et il s'agit bien d'un partenariat entre les bibliothèques et notre plateforme pour favoriser l'Open Access. Et ça donne cet impact-là. Concrètement, nous avons depuis 2011 une baisse régulière du taux de nos revues qui ont choisi la barrière mobile et une croissance inversement proportionnelle, ou proportionnelle tout simplement, du nombre de revues qui sont en Open Access. Alors, concrètement, je vais vous montrer quelques écrans, quelques exemples de fonctionnalités qui sont proposées sur nos plateformes, plutôt que de vous montrer des courbes et des cartes, un peu entrer dans la chair de notre travail et des services qui sont offerts. Alors, évidemment, je ne vais pas détailler, mais vous voyez qu'ici, on a la revue GeoCarrefour avec une présentation. Chaque fois qu'il y a une flèche, il y a une fonctionnalité, une information qui est mentionnée. Ici, au niveau article, et là, au niveau de la page d'accueil. L'idée générale, c'est que les sites web c'est un métier. Et on a historiquement tous bricolé nos propres sites web dans un coin, mais en fait, là, on est en train de professionnaliser des métiers qui sont les métiers des humanités numériques et de l'édition électronique. Et ces métiers sont de plus en plus complexes. Alors voilà un autre exemple qui est la Central European University Press qui nous confie un certain nombre de ses ouvrages. Nous avons la capacité, vous voyez ici le chapitre 1. Alors, en haut à droite, vous voyez un bouton vert qui permet qui confirme qu'on a un Open Access. Et puis les autres formats que nous vendons en bibliothèque, ce qui vous fait comprendre immédiatement comment fonctionne le modèle freemium. Vous voyez aussi en dessous qu'on peut acheter le volume papier, ici. On détecte automatiquement les librairies qui proposent le volume papier. En l'occurrence, malheureusement, seul Amazon le propose. Mais la plupart du temps, quand un libraire, tout le temps, quand un libraire français indépendant l'offre, on ajoute des liens automatiquement vers la vente papier. Et donc, on n'est pas du tout dans une concurrence électronique papier, mais plutôt dans une logique de complémentarité. Voilà un exemple d'illustration dans une revue avec une capacité de faire un zoom sur cette illustration. Ici, c'est de l'archéologie. Les archéologues, comme les linguistes, sont des gens qui sont très demandeurs de fonctionnalités de ce type. Et voilà deux autres exemples. À gauche, vous avez une carte animée, c'est-à-dire que en fait, sur cette carte que je ne peux pas activer parce que j'ai une image fixe là, mais je peux choisir, cocher les cases qui m'intéressent et la carte change en fonction des critères que je sélectionne. Et ici, simplement, l'encapsulage d'une vidéo à l'intérieur d'un film. Toutes fonctionnalités qui ne sont pas présentes dans la plupart des plateformes d'édition électronique de revues et de livres, parce qu'elles sont toutes pensées sur ce qu'on appelle en France, ils appellent ça comment homothétique. C'est-à-dire on fait un livre homothétique en numérique, c'est-à-dire on fait la même chose en fait. Et nous on essaye un tout petit peu d'introduire des évolutions. En particulier la vidéo et les animations cartographiques, j'y viendrai plus tard sur d'autres éléments. Et puis, comme on a un flux nativement XML, ce qui aussi n'est pas universellement répandu, on est capable de produire plusieurs formats. Et vous voyez que du coup, des lectures sur différents terminaux sont confortables. Voilà un magnifique livre sur les tatouages en Océanie qui est là, consulté sur une tablette de marque Pomme. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer les leçons inaugurales du Collège de France qui sont chez nous. Ils sont aussi en train de les traduire vers l'anglais, donc ça c'est quelque chose qui paraît important. Et puis, vous voyez ici un livre d'Open Book Publishers, un éditeur anglais, qui est ici entièrement en Open Access, et donc vous voyez que vous avez accès à notamment la version EPUB et PDF en Open Access et, sans paiement. Alors on a aussi des livres, voilà là, une revue canadienne sur les sciences de l'environnement, qui est une des revues les plus fréquentées et les plus dynamiques chez nous. Une autre revue qui s'appelle Nuevos Mundos, qui est une revue qui est beaucoup lue en Amérique latine et qui est quadrilingue, essentiellement espagnol, mais aussi français, portugais et anglais. Et puis une revue qui vient d'arriver chez nous, Enfance, Famille, Génération, une revue de Montréal qui fait d'excellents dossiers sur les familles.
Alors, un écran de Calenda quand même pour vous montrer la richesse de l'environnement Calenda. C'est-à-dire Calenda, c'est pas seulement un moyen d'annoncer vos événements, c'est aussi une archive depuis 2000 de tout ce qui s'est produit en sciences humaines et sociales. Donc on peut revenir dans le passé et on peut naviguer à travers un certain nombre de facettes, des types, des catégories, le temps, la date évidemment et le lieu, qui permettent de réduire et de chercher de façon de plus en plus fine pour refaire l'historique d'un questionnement ou d'une discipline. Mais mon chouchou, c'est quand même Hypothèse. Toutes les autres plateformes sont sympathiques, bien entendu, et importantes, mais le plus important pour moi, c'est Hypothèse, parce que c'est ce que nous avons appelé une forme mineure de communication scientifique, qui est le carnet de recherche. Et cette forme mineure, on la revendique comme mineure, parce qu'on souhaite avoir une extrême liberté dans cet environnement-là. C'est pour ça que ce n'est pas sur le domaine Open Edition, où Open Edition, on a bien les livres, et je peux vous annoncer que l'année prochaine, on aura aussi les revues, puisque Revue.org va devenir Open Edition Journals. Et c'est dans un endroit où tous les contenus ont été sélectionnés, validés par les pairs. Mais nous avons aussi besoin d'endroits qu'on appelle des séminaires permanents virtuels, qui sont les blogs et les carnets de recherche. Et ces endroits de liberté qui sont situés en amont et en aval du processus de recherche de publication lui-même sont extrêmement importants, à la fois pour le dialogue entre chercheurs et pour le dialogue sciences-société. C'est la raison pour laquelle j'ai placé dans notre équipement d'excellence 2 de nos 4 plateformes, parce que je ne peux pas les mettre les 4. Et donc j'ai mis Open Edition Books pour l'objet le plus canonique, le plus classique, le plus noble en sciences humaines et sociales, le livre, et Hypothèse pour l'objet le plus informel, le plus innovant, si on veut le dire comme ça. Et donc Hypothèse, ça s'appelle Hypothèse parce que c'est l'endroit où on teste ces hypothèses tout simplement. Et donc vous voyez ici la page d'accueil en français, mais nous avons aussi, avec notre partenariat avec les Allemands, une version allemande, où il y a de plus en plus de carnetiers en Allemagne et des formations en Allemagne. Ici, la version anglaise, avec de plus en plus de carnets de recherche en anglais, produits parfois par des Anglais, mais pas toujours. Et puis, je voulais insister sur notre travail de valorisation éditoriale. En gros, on publie sur Hypothèse 100 à 150 billets par jour, et on en choisit une dizaine qui apparaissent à la une, c'est-à-dire dans cette zone que vous voyez en bas, là, qui sont les billets qu'on a considérés comme remarquables, et un par jour à les honneurs du bandeau que nous travaillons d'un point de vue iconographique. Et donc dans cet espace, dans ce magma énorme de qualité très inégale, de grande liberté, dans laquelle on a le droit d'annoncer qu'on s'est cassé une jambe et qu'on annule le séminaire de demain, on a aussi des contenus de très grande qualité qui pouvaient s'apparenter historiquement à la littérature grise ou au recyclage de ce qu'on produit dans la presse quand on a aussi publié dans la presse. Et ça, ce sont des contenus extrêmement importants pour le processus scientifique et, encore une fois, j'insiste, sur l'articulation science-société. Pour cette raison, nous travaillons beaucoup à la valorisation éditoriale pour travailler à ce que nous appelons, ce que André Günther appelle une science aimable. C'est-à-dire une science qui ne travaille pas que dans le gris de l'académie interne, mais qui travaille dans les couleurs de la société et à destination de la société. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de carnets de recherche pour vous donner envie d'en créer un ou pour vous donner envie d'aller les voir, parce qu'il y a une diversité telle que sur 1500 qui sont au catalogue, évidemment, je ne peux pas épuiser cette diversité. Et comme je suis de formation historien, je vous prie de m'excuser de ce défaut d'origine, mais je ne peux pas ne pas citer Devenir historien, méthodologie de la recherche et historiographie, qui est un carnet vraiment très intéressant. Il y a un autre exemple. Hier soir, Arthur Charpentier, qui publie le carnet Freakonometrics, m'a répondu en fait, puisque je l'ai interpellé sur Twitter sur un usage immodéré des statistiques qu'il peut faire. Et du coup, il a publié un billet en réponse. Les gens bien élevés font commencer les barres en zéro, parce que sur l'élection de Trump, il y a la média ont publié des graphiques dont le graphique ne commence pas à zéro. Et du coup, il ne zoome que sur la fin, le sommet du graphique. Et ça m'énerve, parce que ça me semble être un mensonge statistique. Mais Arthur est bien plus fort en statistique que moi, ça c'est vrai. Il a de formation mathématique et tout ça. Et donc, comme lui a relayé ça, on a commencé à discuter sur Twitter. Et il a fini par me répondre et je lui répondrai sur un autre billet. Et à mon avis, on est d'accord tous les deux. Simplement, on ne parle pas du même registre en fait. Lui, statistiquement, il comprend très bien parce qu'il regarde les échelles. Mais moi, je m'intéresse à ce qui apparaît quand le lecteur lit rapidement et qui n'est pas académique. Et là, on est dans un autre monde. Bref, c'est pour insister sur la dimension conversation scientifique qui peut se produire
sur hypothèse beaucoup plus facilement que dans une revue, même à le cycle très rapide et dynamique, n'est pas dans un rythme de conversation, elle est dans un rythme d'évaluation et de stabilisation du savoir, ce qui est l'objet et la fonction d'une revue. Voilà un autre exemple, les aspects concrets de la thèse. Je prends cet exemple exprès parce qu'il a été le lieu de jeunesse, de forge d'un livre qui s'appelle « Devenir chercheur ». Et donc nous, ce qu'on essaie de travailler, c'est considérer qu'on est dans un écosystème à 4 plateformes et que cet écosystème se répond et qu'on peut préparer un livre sur hypothèse ou vice-versa. Et puis je voulais insister sur un autre carnet de recherche qui s'appelle Mondes sociaux, qui est proposé par un LabEx. Et en général, les LabEx et les Equipex dont je fais partie sont des équipements, des laboratoires d'excellence, où on est vraiment pour les labs FIFIU. Et eux, ils ont décidé d'écrire un carnet de recherche dont la cible est officiellement les élèves de 3e. C'est-à-dire que le prérequis imposé à l'auteur, à chaque fois, est si l'article ne peut pas être compris par un élève de 3e, alors il ne sera pas publié sur ce carnet. Et donc j'assiste pour que vous regardiez le carnet Mondes sociaux. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'était ce billet sur le numérique, diversifie vraiment les goûts musicaux. J'y reviendrai dans 2 minutes sur notre partie recherche et développement. Et donc là, il y a une reconfiguration de notre rapport à la société qui me semble extrêmement importante et stratégique. Alors, je vais prendre un autre exemple, c'est Culture et politique arabe, cpa.hypothèse.org, qui publie tous les lundis une analyse, c'est un chercheur, qui est, je ne sais plus s'il est à Beyrouth en ce moment ou à Lyon, mais peu importe, spécialiste du monde arabe, et qui publie régulièrement, en général toutes les semaines, des billets sur l'actualité culturelle et politique, et qui éclaire beaucoup ce qui est en train de se produire de l'autre côté de la Méditerranée. Un autre usage, c'est le carnet que j'ai créé avec mes étudiants du monde du livre, du Master 2 Monde du livre d'Aix-Marseille, carnet dans lequel ils apprennent à faire de l'édition électronique en réel sur un carnet. Ils sont rédacteurs en chef, iconographes, secrétaires de rédaction, etc. Ils apprennent tous les métiers en direct, tout en publiant en accès ouvert, évidemment, leurs travaux. Alors, ce n'est pas du niveau recherche, mais en revanche, d'un point de vue pédagogique, c'est très utile. Et puis, je peux terminer sur 2 exemples. Le carnet de Marianne Pavot sur la pensée du discours, où là, on peut avoir des choses beaucoup plus à la fois engagées et techniques du point de vue recherche. Et puis, ce carnet de recherche, dont je ne sais pas prononcer le nom, mais vous saurez, Silzel, voilà, qui est un carnet très piquant. On a des carnets très ouverts sur le secondaire, le grand public, et celui-ci est plutôt piquant. C'est-à-dire que là, ils ont sorti un canular scientifique contre une revue mafézolienne qu'ils ont démonté en publiant, en proposant cette revue qu'il a acceptée. Un article totalement ridicule sur les autolibes à Paris. Donc je vous invite à lire cette expérience scientifique et éditoriale qui, par chance, n'a pas touché Revue.org, mais une plateforme concurrente. Alors, je ne suis pas filmé, si, je suis filmé, et on coupera. Maintenant, je vais parler un peu de nos projets. Alors, nos projets, ils partent dans plusieurs directions. Une des directions, c'est la construction d'une infrastructure européenne. Alors, évidemment, dit comme ça, c'est pas très attractif. Ça fait très technocratique. Alors, je vais insister un peu plus sur la technocratie en vous disant qu'on est entré... on a obtenu le label Infrastructure nationale de recherche au 1er janvier 2016, et donc on est entré au niveau national dans le document qu'on appelle Stratégie nationale des infrastructures de recherche, ce dont je suis très fier, puisque nous cohabitons notamment avec la flotte d'avions météorologiques Saphir, qui est une flotte d'avions qui est considérée comme une infrastructure de recherche pour observer le climat, ou avec les stations polaires, voilà, une station polaire franco-italienne qui est considérée comme une infrastructure de recherche, et Open Edition est considéré comme une infrastructure de recherche nationale pour le moment. Je reviendrai sur l'européen. Alors une infrastructure de recherche, la définition officielle en anglais, pour nos collègues, c'est une infrastructure qui possède des caractéristiques uniques au service et qui a été reconnue par la communauté scientifique qui l'utilise. Elle doit avoir une gouvernance scientifique s'appuyant sur l'évaluation par les pairs. Elle doit être ouverte à toutes les communautés scientifiques qui souhaitent l'utiliser.
et accessible sur la base de la qualité scientifique des candidats. Et elle doit rendre disponibles ces données le plus vite possible. Bref, vous voyez que ça rentre bien dans notre fonctionnement. Alors, on a une infrastructure qu'on dit immatérielle, mais en fait, elle est portée par des gens. Il y a 50 personnes à Marseille et à Paris secondairement qui développent Revue.org et Open Edition. On a 25 serveurs, mais bientôt 50 au centre de calcul de l'INDP3, qui est un centre de calcul de physique nucléaire, où il y a plusieurs milliers de serveurs. Et je n'entre pas dans le détail de l'ensemble de nos caractéristiques techniques, mais on forme 500 personnes par an, gratuitement. Et on a 18 000 personnes qui sont autorisées à publier sur notre plateforme. C'est une originalité sur la planète, qu'à mon avis, qui n'a pas d'équivalent. Vous connaissez Gstor, News, Cielo, Redalic, Kern. Toutes ces plateformes sont des plateformes déléguées. C'est-à-dire que vous envoyez les fichiers à la plateforme qui les mettra en ligne. Alors ça a deux impacts, des délais et des coûts. Moi, je préfère franchement donner cette charge aux revues qui s'en occupent. Alors évidemment, présenté comme ça semble être une stratégie économique, mais en fait, c'est d'abord une stratégie politique. En ouvrant la plateforme en écriture pour les revues, les carnetiers, etc., je leur donne un pouvoir éditorial et je ne me constitue pas, moi, et Open Edition derrière, en gatekeeper. Évidemment, on surveille à l'accès, on fait une évaluation scientifique des candidatures, mais une fois cette évaluation faite, on donne un pouvoir éditorial qui est similaire au pouvoir éditorial de l'époque papier. Avec le numérique, paradoxalement, on a construit un intermédiaire supplémentaire. Et les plateformes sont cet intermédiaire supplémentaire qui ne peuvent que ralentir le processus et surtout ralentir l'innovation. Et donc ce choix-là, qui est ce qu'on appelle le choix de l'appropriation par rapport à la délégation, a été très difficile à comprendre quand je l'ai présenté il y a 17 ans au CNRS, etc. Parce qu'il me disait, mais moi, je m'en fous que ça marche, je ne veux pas savoir comment ça marche, je veux que ça marche, c'est tout. Débrouillez-vous pour que ça marche. C'est-à-dire que c'était un refus de la technicité, un refus de la prise en compte de la dimension politique de la technique. Et finalement, on l'a emporté, et finalement, notre modèle, qui est plus compliqué à mettre en œuvre, je vous l'assure, qu'un modèle dans lequel on s'occupe pour les revues de leur mise en ligne, ce modèle est en train de montrer qu'il est très efficace. J'en veux pour preuve que le 1er janvier, quand je me suis réveillé en pleine forme d'un réveillon du 31 décembre, il y avait eu 500 nouveaux documents publiés dans la journée du 31 décembre sur Open Edition. Personne au bureau ne travaillait, personne, à Marseille. Mais il y avait tout un tas de gens qui, le 31 décembre, avaient un peu de temps et qui ont publié un bout de revue, un article, un billet, un livre sur Open Edition Books. Et ça, c'est la force de l'appropriation. On n'a pas à attendre que les bureaux d'Open Edition soient ouverts pour pouvoir publier sur les serveurs d'Open Edition. Voilà. Alors, derrière, c'est compliqué. Hein. Voilà. On dirait que c'est du vécu, j'entends des commentaires. Alors, il me reste 10 minutes. Oui. Il me reste 10 minutes pour vous parler de nos activités de recherche et développement. Alors, qui sont regroupées sous le nom Open Edition Lab, et qui sont centrés sur des activités de text mining, de fouille de texte, d'étude des nouvelles métriques, c'est-à-dire les mesures d'usage et de citation, etc., des usages, et puis les questions de modèles économiques. Alors, je voudrais entrer un tout petit peu dans la question, on est parti dans beaucoup de directions, mais je voudrais commencer par la question des usages, parce que j'avais insisté sur le fait Prof, no one is reading you. Et je vous avais dit que finalement, il y a quand même des gens qui nous lisent. Mais en revanche, on ne sait pas qui nous lit et on ne sait pas vraiment ce qui se passe sur nos serveurs. On peut mesurer quantitativement. Et donc, on essaye maintenant de lancer des processus de recherche sur nos logs. 13 milliards de lignes de code, de logs sont conservées sur lesquels on travaille. Alors, on a identifié un certain nombre dans la littérature, un certain nombre de formes canoniques, de patterns d'usage. Et donc, on est en train de les mettre à l'épreuve des données. Donc, la première pattern qui a été identifiée, c'est le lecteur inattendu. Alors, le lecteur inattendu, voilà un exemple. La représentation figurée du prophète a été publiée sur le carnet de l'IFPO sur hypothèse en 2011, je crois. Et voilà la fréquentation mensuelle de ce billet, seulement du billet. Cette fréquentation s'étale entre 100 et 500 accès par mois, ce qui est pas mal en fait, hein. Et tranquillement avec une variation saisonnière qui est absolument classique de nos usages.
Et puis il se passe quelque chose, vous voyez qu'à gauche, là, de ce pic, c'est les données que j'avais juste là. D'accord ? Mais il s'est passé quelque chose avec 113 000 accès au mois de janvier 2015. Évidemment, vous savez ce qui s'est passé en janvier 2015. Il s'est passé un attentat à Paris. Et soudain, ce contenu qui était accessible et qui intéressait 500 personnes a intéressé 113 000 personnes. Et ça, c'est le lecteur inattendu. Et évidemment, on ne pouvait pas le prédire. Et évidemment, en se disant, zut, il faut vraiment mettre en open access vite cet article parce que ça va soudainement intéresser les gens. Non, la question ne doit pas se poser comme ça. Le document doit être disponible et ensuite la société le prend si ça l'intéresse. Il y a une autre figure qui est la Sleeping Beauty, qui est en économétrie. La Sleeping Beauty, donc c'est la belle endormie, la princesse endormie, qui sont ces articles qui ont été publiés à un moment et qui n'ont été remarqués par personne ou quasiment par personne. Alors j'ai un bon exemple, c'est Mendel, quand il a publié sa théorie de petits pois, enfin je le traduis comme ça, en 1865, il a été quasiment pas remarqué et découvert, et la statue qu'on lui a construite, elle date de 1910, c'est vraiment la redécouverte entre guillemets des travaux de Mendel, c'est fin 19e, début 20e. Donc on a là clairement une Sleeping Beauty qui a émergé, il y a un prince charmant qui est venu la découvrir quasiment 50 ans après. Et Darwin lui-même, qui a reçu les travaux de Mendel, n'y a pas trouvé intérêt. Alors que maintenant, on sait qu'il y a une jonction. Donc, en fait, on travaille aussi en publiant des contenus qui ne seront pas remarqués à un certain moment et qui seront remarqués dans 20 ou dans 30 ans. Et moi, ce que je voudrais construire, c'est un détecteur de Sleeping Beauty. Alors, autre modèle, la longue traîne. Chris Anderson a publié un livre il y a une dizaine d'années qui a annoncé un changement complètement de l'économie de l'attention, et l'économie notamment des biens culturels, avec notamment le fait que les catalogues de livres ou de musique allaient soudain exploser puisqu'on n'était plus limité par les contraintes de la boutique dans laquelle on achète et dans laquelle on a stocké évidemment un pourcentage très fin, très infime de la production culturelle mondiale. Bon, en fait, a priori, toutes les études montrent que la longue traîne ne marche pas en musique ou en livre, pour le moment en tout cas, toute la littérature que j'ai pu relire montre que la longue traîne ne marche pas et qu'au final, ce sont toujours les hits qui l'emportent, même avec un gros catalogue disponible. Mais peut-être que dans le domaine académique, la longue traîne marchera, et donc on est en train d'explorer ces données pour voir si cette hypothèse de Chris Anderson fonctionne dans notre univers. Et puis j'ai proposé en 2010 la thèse de la conversation silencieuse, que j'aimerais bien, que nous cherchons à confronter avec les données plus solides que cette petite approche très rapide que j'avais faite. J'avais simplement calculé un taux de fidélité d'un site. Donc le taux de fidélité qui était simplement le nombre de visiteurs uniques divisé par le nombre de visites ou l'inverse. C'est plutôt l'inverse, c'est le nombre de visites divisé par le nombre de visiteurs uniques, qui me permettait de mesurer le nombre de fois moyen qu'un lecteur dans le mois revient sur un site. Et j'avais mesuré un écart très important de fidélité entre les revues qui avaient un score de fidélité presque nul, autour de 1, et les carnets de recherche sur hypothèse qui avaient des scores de fidélité qui pouvaient monter à 4. Et donc c'est ce que j'ai appelé la conversation silencieuse. Les lecteurs ne déposent pas nécessairement des commentaires, mais ils reviennent, ils ont développé une relation de fidélité au carnet de recherche qui les intéresse. Donc on va évidemment le vérifier ou l'affirmer sur plus de données que ça. Alors, je pourrais parler encore longtemps, parce que j'ai encore 20 slides, mais je vais survoler les autres éléments, simplement pour vous dire qu'on a développé un outil qui fait de l'extraction de références bibliographiques dans les bibliographies et ajoute des liens qui sont des DOI automatiquement. Donc on a aujourd'hui 1 400 000 références bibliographiques identifiées dans revue.org et on a ajouté 140 000 liens DOI vers des articles dans ces références bibliographiques. Et ça, c'est fait grâce à un financement de Google. Et c'est un logiciel qu'on a développé en interne. Alors, je ne vais pas dans le détail. Simplement, je voulais vous montrer encore 2 ou 3 petites choses très rapidement. D'abord, je voulais vous dire que la revue qui est la plus lue sur Open Edition, c'est la revue Lecture. Une revue très atypique, c'est une revue de compte rendu. Alors, rien que Lecture, il y a 3800 comptes rendus, mais sur revue.org, on compte 55 000 comptes rendus. Et sur Hypothèse, on sait qu'on en a beaucoup, mais on ne sait pas combien, puisque dans l'Internet de recherche, évidemment, les auteurs ne typologisent pas, ne donnent pas beaucoup de métadonnées, contrairement à revue.org. Alors du coup, pour savoir comment trouver les autres comptes rendus d'hypothèses
en complément des dizaines de milliers de comptes rendus de revues Quora. On a simplement fait une étude lexicale. On a réussi à montrer que la signature lexicale d'un compte rendu n'était pas la même que la signature lexicale d'un article. Et donc, à 92,71%, on est capable de caractériser un compte rendu versus un article, simplement par l'analyse du texte. En gros, en identifiant le positionnement statistique des entités nommées à l'intérieur des déciles du texte. Et donc, on a développé l'algorithme, maintenant on sait qu'il marche, et donc au lieu d'avoir 55 000 comptes rendus, on va en avoir plutôt 60, 70, peut-être 100 000 comptes rendus sur Open Edition. Et moi, mon idée, c'est de les relier entre eux. Alors, pour les relier, j'utilise Bilbo, le logiciel dont je vous ai parlé juste avant, qui permet d'ajouter les DOI. Et l'idée étant de trouver de quel livre parle le compte rendu. Ça, on arrive à le faire. Et en plus, par-dessus, on fait de l'opinion mining, c'est-à-dire que là, on l'a fait sur des tweets parce que c'est à la mode, mais en fait, qui peut le plus, peut le moins. Donc, si on peut le faire par les tweets, sur les tweets de l'opinion mining, on peut le faire sur nos textes. Et donc, ensuite, on peut étudier la polarité des phrases qui sont dans nos textes. C'est-à-dire voir si la polarité est très positive ou très négative ou neutre. C'est-à-dire si la phrase est très positive ou si elle est très négative dans sa formulation. Ce qui me permet de produire ce prototype, Open Edition Review of Books, qui est, pour le moment, qui ne tourne que pour 200 comptes rendus, mais dès qu'une fée se penchera sur notre berceau et nous donnera un peu de sous, on pourra développer ça en projet plus gros. Et l'idée, c'est autour du livre, ici le livre Sociabilité et politique en milieu rural, on puisse agréger les comptes rendus qu'on a identifiés comme étant les comptes rendus de ces ouvrages. Et pour moi, c'est très important parce que le compte rendu est une première marche vers le livre. Alors, on a des taux d'usage de nos livres en open access très inférieurs au taux d'usage de nos revues parce que, évidemment, l'objet est beaucoup plus indigeste. Et pour le rendre plus digeste, le compte rendu est parfait. Et pour le rendre encore plus digeste, l'opinion mining étant encore mieux, ce que vous voyez en gras, c'est les parties polarisées des textes qu'on va mettre en plus gros pour essayer d'attirer un lectorat très éloigné des livres. Pour essayer de faire comme la presse le fait, mâcher un peu le travail et donc attirer petit à petit par des documents les plus simples possibles le lecteur vers des contenus plus complexes. Voilà. Alors, on a des projets d'innovation éditoriale en grand nombre. Je ne vais pas entrer dans les détails. Simplement, on a travaillé sur une expérience sur l'évaluation ouverte par les pairs. C'est-à-dire l'idée d'ouvrir la boîte noire de l'évaluation des articles. Et on travaille aussi sur ce qu'on appelle les data journals, c'est-à-dire l'idée de publier les données en complément des articles pour qu'on puisse réutiliser ou refaire les tests, et les évaluations et les études qui ont été faites par les chercheurs. Et là, je vais passer parce que je n'ai pas le temps. Simplement, je conclue sur ça, en vous disant que du coup, maintenant qu'on a le statut d'infrastructure de recherche nationale, on travaille sur le même projet, mais à l'échelle européenne. Et ce projet s'appelle Opera. Il regroupe la plupart des acteurs européens dans notre secteur, avec un développement en germe, un développement international et des financements européens sur 30 ans. Les infrastructures européennes, c'est des temps de vie de 30 ans. Donc c'est mieux que les temps de vie d'une unité de service ou de recherche qui sont de 5 ans. Voilà. Donc, si je me résume, nos stratégies de développement sont l'internationalisation. J'ai parlé de l'Open Edition italien. J'ai parlé, sans le nommer, de l'Open Edition au Portugal, de DE.hypothèse en Allemagne, de notre investissement dans le Directory of Open Access Books aux Pays-Bas. Et puis, du coup, l'ensemble de tout ça se regroupe sous la bannière d'Opera, notre réseau européen. La dernière chose que je peux dire, c'est que Revue.org va devenir Open Edition Journal, qui est dans la phase d'incubation pour devenir une plateforme beaucoup plus internationale, multilingue, avec pas seulement de l'anglais ou du français, mais les langues de l'Europe, ce qui me semble absolument stratégique. Et puis après, on pourra retravailler sur des questions de reformulation. Je parlais hier avec un directeur de revue qui voulait faire des résumés de ces articles en vidéo. Ça fait partie des pistes sur lesquelles on peut travailler pour essayer de toucher un lectorat qui ne nous lit pas encore. Voilà. Merci beaucoup.